Je remercie beaucoup Nathalie Babonneau d'avoir accepté de nous présenter ses travaux donc, en visioconférence. Elle est loin, à Brest, loin de Banyuls. Bon, ceci facilite, il n'y a pas de transport du coup, c'est une chose. Ça prend un petit peu moins de temps, mais c'est moins agréable de ne pas avoir le public devant soi. Alors, comme en fait, Kelly Godard, qui fait partie du bureau de notre association, est la personne qui a invité Nathalie à faire cette conférence, je vais lui passer la parole tout de suite. Kelly revient de cette réunion dont vous avez entendu parler dans la presse sur l'océan qui avait lieu à Brest. Et donc, elle est juste de retour et va nous présenter donc son invité. Merci Kelly. Je te passe la parole. Merci à toi. Bonsoir à tous et merci à Nathalie Babonneau d'avoir répondu présente à mon invitation. Et un merci tout particulier de ma part parce que vous avez été ma professeure lors de mon cursus universitaire. Donc, je rappelle, Nathalie Babonneau est maître de conférence à l'Université de Bretagne occidentale en sédimentologie marine pour les licences mais aussi les masters et fait partie du laboratoire Géosciences Océan. Donc, ce soir, elle va nous présenter sa conférence sur l'impact des environnements profonds, donc extrêmes, comme les grands séismes, les tsunamis, les mégacyclones, sur les environnements profonds marins. Et donc, elle va nous présenter tout ça, donc ses études, surtout sur les ruptures des câbles de communication. Par exemple, il y a des impacts comme ça qu'on peut retrouver dans les fonds marins. Et grâce à l'étude des carottes sédimentaires et l'interprétation de ces carottes sédimentaires à long terme. Donc nous, on connaît tous les impacts au niveau de la surface, qu'ont les cyclones, les tsunamis, mais en profondeur, on ne sait pas forcément ce qui se passe, on pense que c'est calme, mais au final, il y a plein de petites choses qui se passent, notamment avec les avalanches, les courants que l'on appelle les courants de turbidité. Donc elle va vous présenter tout ça lors de la conférence et je la remercie pour cela. Donc je te laisse la parole. Merci Kelly, merci à tous d'être venus, enfin d'être connectés. Donc je vais partager tout de suite mon écran pour vous montrer le diaporama. Hop, très bien. Donc voilà, ma conférence aujourd'hui s'intitule L'impact des événements extrêmes. Alors, je vais cibler sur les grands séismes et tsunamis et les grands cyclones, sur les pentes sous-marines profondes et leurs archives sédimentaires au fond des océans. Donc, pour commencer, je vous mets un petit plan. On va parler déjà qu'est-ce que c'est les événements extrêmes et pourquoi on les étudie. Je vais parler de qu'est-ce que c'est la sédimentation dans le domaine marin, qu'est-ce qu'on trouve, comment on récupère et comment on étudie les sédiments marins profonds. Ensuite, je vais parler aussi de l'impact des événements extrêmes sur les pentes sous-marines. Et en particulier, ça va être, comme l'a dit Kelly, les avalanches sous-marines, et qu'on appelle aussi les courants de turbidité. Et puis, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut décrypter un message ou des messages sédimentaires sur ces événements à partir de nos prélèvements et de carottes sédimentaires. Et puis, je vous montrerai 3 exemples donc, d'archives sédimentaires où on voit des événements extrêmes. Donc, j'ai mis aux 4 coins du monde, mais il y en aura 3, puisqu'il y aura 3 exemples. Voilà. Donc, la première question, c'est qu'est-ce que c'est que ces événements extrêmes? Qu'est-ce qu'on appelle les événements extrêmes? Alors, on peut parler de catastrophes naturelles, on peut parler de cataclysmes, sans faire trop de sensationnel. C'est des catastrophes naturelles de grande ampleur. Donc, c'est des événements qui sont brutaux, qui sont ponctuels et qui ont des conséquences majeures en fait sur l'environnement et forcément sur l'homme, l'habitat, etc. Et donc, elles sont de plusieurs origines. On va s'intéresser surtout aujourd'hui à des origines, alors, ce que j'ai dit tellurique, qui vient vraiment du fonctionnement de la Terre, mais aussi des origines météorologiques, climatiques. Alors, on pourrait aussi rajouter les origines extraterrestres, comme les impacts de météorites, des choses comme ça. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. On va surtout
finalement ciblés sur l'origine tellurique et météorologique. Alors, pourquoi les étudier? Bon, pour finalement les connaître et puis évaluer ces risques naturels, et puis pour estimer les plus grandes magnitudes, ça veut dire les événements de plus grande ampleur. Qu'est-ce qui peut, alors c'est un peu qu'est-ce qui peut arriver de pire, mais c'est un peu dans cet esprit-là, quels sont les plus grands événements et puis quel pourrait être leur temps de retour. Et comme c'est des très grands événements, bah, probablement qu'ils reviennent assez peu souvent, donc il faut essayer d'avoir des chiffres. Et pourquoi on a envie d'avoir des chiffres? Bah, c'est aussi pour essayer de prévoir. Et on prévoit difficilement, les séismes, les volcans, on les prévoit quand même très, très difficilement, mais au moins on essaye d'apporter des données pour des modèles prédictifs. Et ça, c'est vraiment l'intérêt en fait d'étudier ces grands événements. Alors, je commence juste par quelques exemples, comme événements extrêmes. Alors, on a les grands séismes, donc on connaît tous, on a tous vu ce type d'image avec des dégâts liés à des séismes. Ici, c'est un pont en fait qui s'est en partie effondré. Alors, j'ai pris un exemple à Taïwan puisque je vous montrerai des exemples à Taïwan qui est en cours d'étude. Une autre image de grand séisme. Il y a des images encore plus catastrophiques. Bon, là, j'ai choisi surtout des cas matériels. Les tsunamis, bien sûr, qui sont associés souvent au grand séisme, pas que au grand séisme, ils peuvent être associés aussi à des mouvements de terrain sous-marin, mais les plus grands tsunamis, les plus destructeurs, sont généralement associés à des grands séismes. Donc, on se souvient des images en Indonésie en décembre 2004, ou alors le grand tsunami du Japon en mars 2011. Et puis, on peut mettre aussi dans le lot les éruptions volcaniques. Alors, j'en parlerai un petit peu moins. C'est des processus qui sont un peu différents, qui s'enregistrent un peu différemment dans le domaine marin. Mais bien sûr, c'est aussi des phénomènes catastrophiques qui font partie de ces grands événements extrêmes. Donc, il y a du volcanisme, des éruptions qui sont, je vais dire, plus courantes et moins dramatiques. Et puis, il y a des très, très grandes explosions qui peuvent aussi être des événements, je vais dire, extrêmes. Et puis, finalement, le dernier type que je vais aborder, c'est tout ce qui est épisode météorologique vraiment extrême, comme les cyclones, les typhons ou les ouragans, qui sont les mêmes. C'est exactement les mêmes types d'événements. C'est seulement la différence, elle dépend de l'endroit où ils se trouvent et qui ont aussi des conséquences assez catastrophiques, comme on peut le voir ici sur certaines illustrations. Donc voilà, ça c'est le type d'événement qu'on va aborder. Et les grandes questions, en fait, c'est vraiment quels sont les événements de plus forte magnitude, c'est quoi les extrêmes de ces événements extrêmes, ce qui est quand même une question assez importante. S'ils sont très grands événements, ils ont généralement une fréquence qui est assez faible, ça veut dire des temps de retour qui sont faibles. Donc pour les étudier, il faut regarder plus loin que 100 ans, même 1000 ans, plus loin que nos archives historiques. Et il faut aller vraiment dans des archives qui vont être plus longues. Et les seules archives finalement dont on peut disposer qui sont plus longues, c'est des archives géologiques ou des archives ici sédimentaires. Donc on va regarder ça à l'échelle de milliers, plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'années. Et là, ça nous permet d'avoir des cycles d'événements, de grands événements, et avec des magnitudes très très fortes. Donc voilà, c'est un petit peu les questions. Quelles sont les gammes de fréquences, les temps de retour de ces grands événements? Et la première question qui va se poser, c'est où est-ce qu'on peut trouver des archives de ces événements passés? Alors, dans les livres d'histoire ou dans les récits historiques et même les récits antiques. Alors là, j'ai mis une illustration du séisme et du tsunami de Lisbonne en 1755, qui est un épisode vraiment catastrophique qui s'est produit à proximité de la ville de Lisbonne et qui a provoqué sa destruction, qui est très connue. Mais voilà, là, c'est un événement. Ça ne nous permet pas de dire le temps de retour justement de ce type d'événement dans cette zone-là. Donc, il faut aller voir un petit peu plus loin.
Donc, un point commun entre tous ces événements, c'est que ce sont des événements qui engendrent de l'érosion et du transfert de sédiments de la terre vers la mer. Alors, on le voit là à travers plusieurs exemples. Ici, ce sont des glissements de terrain qui font suite à un séisme au Japon, où on voit toute la paroi en fait, là, de végétation qui a glissé, qui emmène du matériel, je vais dire du matériel sédimentaire, qui sera ensuite évacué. Suite à des typhons ou des cyclones, on voit qu'il y a beaucoup de transferts sédimentaires, c'est-à-dire beaucoup les rivières sont très chargées, on a des coulées boueuses, on a des glissements de terrain qui vont être transportés par les rivières jusqu'à la mer. Et puis, la vague de tsunami, les vagues de tsunami, ici, telles qu'on peut la voir sur cette image en Indonésie, elle a provoqué aussi de l'érosion sur la côte et on a amené en fait aussi du sédiment vers la mer. Ça, c'est un point commun en fait entre ces processus et ce qui permet de rendre assez difficile, enfin, oui, d'avoir des difficultés pour trouver les traces des anciens épisodes, puisqu'en fait, quand on a tendance à éroder, on ne va pas conserver de matériel sédimentaire au cours du temps. Donc, la question, c'est où est-ce qu'on peut trouver des archives un peu long terme de ces événements. Et à terre, en fait, justement, c'est compliqué puisque à terre, il y a peu de préservation, beaucoup d'érosion. L'érosion, voilà, ça disparaît. Donc, un événement, il va déposer au cas des accumulations de sédiments, mais ces sédiments, ils vont être repris par les rivières et ils vont assez rapidement disparaître. Donc, à terre, on a finalement peu d'archives sédimentaires, sauf dans des endroits protégés. Donc, il y a des études qui sont faites. Alors, ça peut être dans des petits lacs, ça peut être aussi dans des lagunes à proximité de la côte où on a les vagues, par exemple, de tsunami qui permettent d'amener des dépôts. Ça peut être aussi par exemple, dans des grottes côtières. Ça peut être ou dans d'autres types de grottes à terre où on est dans des environnements protégés où on peut avoir des accumulations qui sont un petit peu plus longues. Mais dans tous les cas, c'est vraiment sur des zones ponctuelles. Alors, j'ai mis aussi les glaciers, les calottes polaires, mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas de glaciers, de calottes polaires partout. Donc, cette archive, elle n'est pas disponible en fait sur les différentes zones géographiques. Donc, l'idée, c'est finalement d'aller voir en mer où sont les produits en fait de l'érosion et de l'érosion qui a été produite en fait par ces grands événements, par ces événements extrêmes, et puis d'aller voir en particulier dans les sédiments marins et marins profonds. Alors, pourquoi marins profonds? Alors là, je fais un petit zoom sur le domaine marin. Parce que sur la côte, le long de la côte, on a des zones où les sédiments ils sont énormément remaniés, c'est-à-dire il y a beaucoup de mouvements sédimentaires, donc par la houle, les courants, les marées. Donc, on réétale les sédiments et on va assez peu les préserver. Par contre, dans le domaine marin profond, on va avoir la sédimentation qu'on appelle la sédimentation pélagique, qui va se faire sur le fond de la mer, qui se fait dans des conditions assez calmes et assez continues et qui permettent de bien préserver en fait les dépôts. Et donc, on va retrouver ce qu'on appelle les sédiments pélagiques. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est un petit peu ces sédiments. Et puis, des sédiments qui sont des produits de processus gravitaires. Donc, processus gravitaire, c'est simplement des produits de l'érosion qui vont dévaler la pente et puis qui vont arriver finalement dans le domaine profond. Et puis, ces processus donc, qui dévalent la pente, ils sont liés en général à des événements justement qu'on va pouvoir appeler des événements extrêmes. Alors, avant de vous montrer des exemples, je voudrais vous montrer quand même comment est-ce qu'on étudie les sédiments marins profonds. Donc, il faut embarquer, allez, on part en mer, on prend un bateau, le Pourquoi pas par exemple. Ce bateau, voilà, je l'ai pris le mois dernier, en fait, lors de la mission Focus X2, c'était le nom, au large de la Sicile, pour aller faire des carottages. Donc, c'est vraiment ici des images toutes fraîches
du mois dernier. Et donc, on va faire des cartes de la morphologie du fond, hein, des cartes bathymétriques. Donc, ici, on voit, ici, je souligne, c'est le bord de la côte. En rouge, ici, c'est la zone qui est peu profonde. Et puis, on arrive dans une zone qui est plus profonde, hein, qui est autour de 2000 mètres de profondeur ici. Et on voit cette pente, hein, qui est incisée ici par des petits canyons, enfin des canyons sous-marins. Et puis, pour savoir où est-ce qu'on va mettre nos carottes, on va faire des profils aussi de géophysique. Alors ça, c'est un exemple, hein, c'est une coupe. C'est une coupe, c'est comme un petit peu une échographie, hein, des sédiments, enfin, de ce qu'il y a sous la mer. Et ça permet de voir les couches géologiques, hein, sur quelques dizaines de mètres. Et ça va nous aider à positionner finalement nos carottages pour pouvoir étudier le sédiment marin. Donc, le carottage sédimentaire, alors c'est quoi? Parce que bon, faut quand même le préciser, c'est on enfonce un tube dans le sédiment, un tube qui fait 10 cm à peu près de diamètre, hein, qui ressemble un peu à un tube, je vais dire d'évacuation, mais qui est dans une chemise en acier au bout d'un poids. Et puis, on descend en fait ce tube et puis ce lest près du fond de la mer. Alors, il y a un système de bras qui va déclencher ce carottier. Et quand on arrive près du fond, en fait, le carottier, il est lâché sous son propre poids. Il descend, on parle de carottier gravitaire, il descend sous son propre poids, il va s'enfoncer dans les sédiments. Donc, le lest ici, c'est plusieurs tonnes, hein, c'est quelque chose de très, très lourd. Et on a un système de piston à l'intérieur, hein, qui va remonter, hein, qui est tenu par un câble, qui va remonter et qui va permettre de préserver en fait le sédiment dans une bonne position, hein, dans le tube de carottage. Ça, c'est l'image du carottier, hein, vous voyez, ici c'est le lest, ici c'est le tube en fait qui va s'enfoncer dans les sédiments, et on peut avoir des tubes qui vont jusqu'à 30, 40, voire 50 mètres en fait sur vraiment les très gros bateaux, hein, comme le Marion Dufresne. Et on va enfoncer ce tube dans les sédiments. Ensuite, on récupère à l'intérieur de ce tube, on a une chemise en plastique, c'est-à-dire un tube en plastique à l'intérieur de laquelle on a les sédiments dans leur position, hein, telles qu'ils sont sur le fond de la mer. Alors, ces carottes, on les découpe, on les numérote, on va s'organiser et puis on récupère le sédiment qui est à l'intérieur. Et à l'intérieur, on voit apparaître les couches géologiques, les couches sédimentaires qui vont être préservées, hein, dans ce tube qui fait 10 cm de diamètre. Et on va voir les sédiments. Alors ici, par exemple, là, sur une photo, alors je vous montre deux images. Ici, c'est une photo. Ici, c'est une image au rayon X, hein, une image radio, en gros, de cette carotte, et qui permet de voir les contrastes de densité. Donc, on voit clairement ici de la vase avec, vous voyez des petits ronds ici, ce sont des terriers, hein, d'organismes. Donc, c'est du sédiment qui a été remanié en fait par des vers ou d'autres organismes fouisseurs, hein, sur le fond de la mer. Et puis, de temps en temps, on a des couches aussi de sable avec des contacts qui sont très francs. Ici, une couche de sable, et puis on a de nouveau de la vase. Donc, on étudie ces carottes. Je reviens sur cette image. On étudie ces carottes. Alors, on fait plein de mesures dessus. Je ne veux pas vous effrayer avec plein de courbes. Je ne vais pas les commenter. C'est juste pour vous montrer qu'ici, on a la photo de notre carotte, là, dans la partie du milieu. On va, nous, regarder des paramètres physiques, des paramètres chimiques, hein, le calcium sur le fer, zirconium sur rubidium. Enfin, on étudie vraiment la physique et la chimie, et on va chercher surtout à dater aussi ces sédiments pour savoir avoir le temps à l'intérieur des sédiments, donc avec plusieurs méthodes. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et ici, la première rangée, en fait, c'est une description du type de sédiment c'est passé tout seul, du type de sédiment qu'on va avoir dans cette carotte. Alors, quand c'est gris ici, c'est plutôt de la vase, et quand c'est jaune, ce sont plutôt des couches de sable. Et on regarde aussi la composition en fait de nos sédiments.
hein, on fait des lames minces, on regarde les micro-fossiles qu'on va avoir à l'intérieur du sédiment, la granulométrie, etc. Je ne vais pas m'étaler en fait, hein, sur le détail des analyses. Je ne pense pas que ce soit non plus que ça vous intéresse vraiment d'avoir ce détail. Alors, ce qu'on peut... je reviens sur la sédimentation pélagique, en fait, hein, celle qui se dépose sur le fond de la mer, juste pour fixer un petit peu les choses. Qu'est-ce que c'est cette sédimentation pélagique? C'est les sédiments, tous ces sédiments, en fait, c'est essentiellement des coquilles et des squelettes de micro-organismes planctoniques, hein, qui sont mélangés avec un petit peu d'argile. Donc, c'est du micro-organisme et ça fait une espèce de boue qui peut être ou plutôt carbonatée ou plutôt siliceuse, hein, en fonction de la nature des organismes enfin des coquilles d'organismes. Donc ici, par exemple, ce sont des foraminifères, hein, des micro-organismes planctoniques, foraminifères carbonatés. Et puis ici, on a d'autres organismes. Ici, ce sont des radiolaires qui sont des organismes siliceux. Et on a différentes familles que je vais pas détailler et qui font partie en fait de cette sédimentation pélagique. Ici, c'est une coupe en fait, je vais dire de l'eau avec les organismes qui vivent à la surface de l'eau et une fois qu'ils vont mourir, en fait, leur coquille ou leur squelette va être préservé et va se déposer sur le fond et se mélanger avec un petit peu d'argile. Et cette argile, elle vient généralement plutôt de la côte, c'est de l'argile en suspension qui reste dans l'eau de mer. Donc ça, c'est la sédimentation pélagique. Ça ressemble à quoi? Voilà, ça ressemble, ici on a encore une vision d'une carotte, ça ressemble essentiellement à de la vase, à de la boue, qui peut avoir différentes teintes de couleurs. Et c'est une vase qui se dépose très très doucement. En fait, on met quelques centimètres de sédiments par milliers d'années. En 1000 ans, on va mettre 3, 4, 5, jusqu'à 10 centimètres par millier d'années, hein, quand c'est très productif. Alors, ce qui est très intéressant avec ce sédiment, c'est qu'il y a tous ces organismes, et en particulier des organismes carbonatés, comme ici les foraminifères. Et ces coquilles de foraminifères, elles peuvent être datées. Elles peuvent être datées par des méthodes de carbone 14. Donc, la méthode de carbone 14, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, l'organisme, au moment de sa vie, en fait, intègre dans sa coquille une partie surtout du carbone 12, mais un petit peu de carbone 14. Et ce carbone 14, il est instable et il va se dégrader au fur et à mesure du temps. Et quand on mesure là, c'est finalement la dégradation, hein, la désintégration du carbone 14 au fur et à mesure du temps. Et puis, quand on regarde sa quantité de carbone 14 dans la coquille, on va pouvoir en déduire un âge. Et ça marche relativement bien. Ça permet de dater les sédiments à peu près jusqu'à 45 000 ans. Donc, ce qui est très intéressant, puisque ce sédiment pélagique ou hémipélagique, il va nous servir de chronomètre, hein, vraiment pour la sédimentation. Donc, on a d'autres méthodes, je passe assez vite, hein. On a d'autres méthodes pour aller plus loin dans le temps, hein. On peut parler des isotopes de l'oxygène, hein, de l'oxygène 18, hein. Ce n'est pas tout à fait le même type de méthode, mais ça nous permet aussi d'avoir une estimation d'âge par corrélation sur des périodes qui vont aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'années. Donc, c'est un chronomètre pour plusieurs milliers, enfin plusieurs centaines, plusieurs milliers, mais jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'années. Donc, on va pouvoir avoir des dates. Donc, la sédimentation pélagique, c'est notre chronomètre. Et puis, on a la sédimentation gravitaire. Alors, c'est quoi les processus gravitaires? Alors, d'abord, c'est les premiers processus gravitaires, c'est des glissements sous-marins. Donc, des glissements, c'est la gravité qui agit. On a comme des glissements de terrain, mais dans le domaine sous-marin. Et ces glissements, ils sont générés, en particulier, ils peuvent être générés par des séismes, hein. Quand on secoue la pente, on peut avoir ce type de glissement. Donc, ça se reconnaît assez facilement dans les sédiments, puisqu'on va trouver
des sédiments qui vont être très chaotiques, déformés, avec des coulées de boue, des coulées de débris. Donc, on le reconnaît vraiment dans les carottages. Et puis, on a comme autre processus gravitaire, et c'est finalement celui qui va être le plus important pour ce qui nous intéresse, les courants de turbidité. Alors, les courants de turbidité, c'est des avalanches de sédiments. C'est exactement la même dynamique qu'une avalanche de neige. Donc, on les appelle aussi avalanches sous-marines, hein. C'est des avalanches de sédiments qui vont se propager sur le fond de la mer. Alors, en général, on a une déstabilisation de sédiments dans la partie haute de la pente et puis un transport qui va être qui va être très très long en distance, mais pas très long en temps, hein. C'est des processus qui se font très rapidement, comme une avalanche, et qui va venir s'accumuler en fait sur les fonds océaniques calmes au milieu de la sédimentation, je vais dire, pélagique. Donc, les avalanches ou les courants de turbidité. Et alors là, ça fait des dépôts qui sont très caractéristiques. Donc, on a à l'origine des dépôts de boue, comme on peut voir à la base de cette carotte ou au sommet. Et puis, on va retrouver un dépôt sableux avec des caractéristiques assez qu'on retrouve, qui sont communes, avec une surface d'érosion à la base, un niveau sableux qui devient de plus en plus fin vers le sommet. Alors, on a ce qu'on appelle, les grains sont classés en ordre de taille de grain, hein, et ce classement, il est lié en fait vraiment à la dynamique de l'avalanche où les éléments les plus fins vont monter en fait, hein, dans des volutes, comme dans l'avalanche, hein, dans les parties hautes de l'écoulement, et puis les éléments les plus grossiers vont tomber sur le fond. Donc, on retrouve donc ces événements. Donc, typiquement, ces événements, alors on les appelle des turbidites, hein. Ces événements-là, eh ben, ils se reconnaissent très bien aussi dans le sédiment et ils sont générés, donc, la plupart du temps, par des événements, par nos fameux événements extrêmes. Donc, ils sont très connus. On les connaît pour les géologues, hein, qui travaillent sur des roches sédimentaires. Ils reconnaissent aussi ces dépôts là, de turbidites dans des alternances de grès et d'argile, hein, qui sont dans des roches sédimentaires, des anciens sédiments. Donc, on reconnaît assez facilement et on les connaît en fait depuis assez longtemps, hein, ces dépôts de turbidites. Et puis, on les connaît à l'heure actuelle. Alors là, je passe finalement à un sujet, enfin, ce n'est pas un sujet différent, mais on les connaît à l'heure actuelle parce que les courants de turbidité actuels, ils causent des dégâts en fait sur les câbles sous-marins, les câbles de télécommunication qui sont posés sur le fond de la mer, hein, pour notre communication Internet, par exemple. Donc, à l'heure actuelle, ça, c'est une carte en fait de tous ces câbles sous-marins, hein, tous ces réseaux de câbles sous-marins qui passent à travers le monde et qui passent en particulier le long des marches continentales, à travers les océans, qui suivent les pieds de pente. Et très fréquemment, en fait, on a des ruptures de ces câbles sous-marins qui sont liés à des passages de courants de turbidité. Alors, on les connaît maintenant depuis assez longtemps. Ici, c'est une carte des câbles télégraphiques en 1901. Donc, ça fait un siècle, ça fait un petit peu plus d'un siècle qu'on a déjà un réseau de câbles de télégraphie, de télécommunication, hein, sur le fond de la mer. Et finalement, on a pu enregistrer les ruptures des câbles sur un siècle. Donc, on a déjà une idée des endroits où il y a des courants de turbidité qui sont assez fréquents, et on a plusieurs exemples. Alors, le premier exemple, je vous montre un exemple qui est assez, qui est un exemple historique assez connu, qui est l'exemple d'un séisme qui a eu lieu en 1929 au large de Terre-Neuve. Donc, vous repérez sur la carte, Terre-Neuve est ici. Et c'était un séisme de magnitude 7,2, donc ce qui est quand même assez fort, hein, pour la zone. Et au large, alors si je reviens sur les câbles de télécommunication, on voit très bien que dans cette zone, il y avait énormément de câbles
qui passaient déjà en 1901, mais en 1929, il y a encore pas mal de câbles de télécommunication. Donc, ce sont tous les traits noirs. Vous voyez là, c'est le contour de Terre-Neuve. Et là, les traits noirs, en fait, ce sont les câbles de télécommunication. Et suite à cet épisode, on a eu 28 ruptures de câbles de télécommunication qui ont été observées là, juste sur la zone du séisme. Le séisme, il a été localisé ici, juste sur le haut de pente. Donc, une rupture généralisée de tous les câbles. Et cet épisode, il a généré aussi un petit tsunami, puisque voilà, le séisme et le mouvement de terrain sous-marin ont généré un tsunami à Terre-Neuve. On voit les maisons là qui sont couchées. Et puis, on a pu aussi estimer le temps de rupture, enfin, l'heure de rupture de chaque câble, de première rupture de chaque câble, et ce qui donne en fait un courant de turbidité, le déplacement là, des masses et de l'avalanche sur quasiment 1000 km de long jusqu'à 5000 mètres de profondeur et avec des vitesses maximum de plus de 90 km/h. Donc, des vraies avalanches sous-marines très, très impressionnantes, quoi. Alors, un cas un peu similaire qui s'est produit au large de l'Algérie, en fait, en 2003, le 21 mai 2003, avec un séisme aussi qui s'est produit, j'en reparlerai tout à l'heure. C'est le séisme de Boumerdès, dans la région d'Alger. Alger est ici. Ici, c'est la côte. Tous les petits points ici, en rouge, ce sont les répliques, les points de réplique du séisme. Le séisme majeur, c'est ce point-là. Et ici, on a la morphologie sous-marine, donc au large d'Alger. Tout ça, c'est la carte bathymétrique où on voit la pente très importante. Et puis ici, on atteint 2500 mètres de profondeur. Et au large, on avait 5 câbles, 5 câbles de communication, je dirais même 6. Mais il y a seulement 5 câbles qui ont été rompus et les zones de rupture, ils sont indiqués là par les petits éclairs. Donc, suite à ce séisme, on a des courants de turbidité qui ont été générés quasiment sur 150 km de large et qui ont provoqué en fait des ruptures de câbles de télécommunication. Donc, l'Algérie a été isolée pendant 1 ou 2 jours de toutes des communications avec, je vais dire, avec le reste du monde à cause de cet épisode-là. Et puis un dernier exemple, alors c'est un exemple qui s'est produit au début du XXe siècle au large du canyon du Congo. Ici, on est c'est le continent africain avec le golfe de Guinée, et ici, on a le fleuve Congo qui débouche sur un grand canyon. Alors, ici, sur une carte bathymétrique, c'est la visualisation de ce canyon du Congo au large, vraiment au large du fleuve. Et on a observé au cours du début du XXe siècle, sur 30 ans, en fait, une soixantaine de ruptures de câbles. Il y avait un câble qui passait à travers ce canyon. Et on a clairement mis en relation toutes ces ruptures de câbles, presque 2 par an, en relation avec les grandes crues du fleuve Congo. Donc, les courants de turbidité, ils sont générés par des séismes, mais aussi sont générés par les crues de grands fleuves, par exemple. Et les courants de turbidité, ils sont responsables d'une grande partie de l'érosion sous-marine. Donc là, j'ai repris une carte de chez vous. C'est une carte topographique et bathymétrique vraiment au large du pays catalan, ici. J'ai positionné Banyuls. Et ce qu'on voit, c'est une série de canyons sous-marins en fait, qui entaillent la pente sous-marine avant d'arriver finalement sur le fond de la Méditerranée. Et en fait, tous ces canyons, ils sont creusés au fur et à mesure des milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers d'années, voire du million d'années, en fait, par des courants de turbidité successives. Et ces courants de turbidité, ils se mettent en place dans les zones où on a beaucoup de sédiments, et c'est en particulier au débouché des grands fleuves.
Alors, les événements extrêmes, donc, ils permettent de générer, ils génèrent des courants de turbidité. Dans le cas d'un séisme, c'est assez facile à comprendre. On secoue la pente et on fait un glissement de terrain sous-marin et ça produit une avalanche sous-marine, un courant de turbidité. Dans le cas d'un tsunami, souvent le processus est un peu différent. On remet en suspension en fait les sédiments sur la partie côtière et on génère un courant de turbidité, mais tsunami et séisme sont souvent couplés. Et puis, dans le cas d'un ouragan, d'un cyclone ou d'un un grand typhon, on arrive avec beaucoup de sédiments au niveau des fleuves et des rivières. Et ces sédiments, quand on a vraiment des fleuves et des rivières très chargés, eh ben, la charge sédimentaire va plonger directement et générer aussi un courant de turbidité. Donc, les turbidites, les dépôts de turbidites, hein, je reprends l'image d'une carotte ici, les dépôts de turbidites, ça correspond bien à des événements extrêmes qui sont instantanés. Et quand ils sont au milieu de la sédimentation pélagique, on peut avoir une datation en fait de ces événements extrêmes. Et donc, on a finalement un enregistrement de ces événements. Donc, l'idée, en fait, c'est finalement de pouvoir décrypter le message sédimentaire, l'archive sédimentaire, pour pouvoir remonter à des séquences d'événements extrêmes. Et pour cela, il faut trouver des bons sites de carottage où on va avoir pas trop d'érosion, où on n'est pas trop près de la côte parce qu'on a beaucoup d'érosion, pas trop loin parce que finalement on n'enregistre plus non plus les avalanches. Donc il faut arriver à jouer avec ça pour trouver les bons sites. Donc je vais vous emmener là sur plusieurs sites. Je vais essayer de simplifier un petit peu, hein, parce que c'est... Donc, 3 sites. Le premier site sur la marge algérienne, je vais vous montrer ce qu'on peut tirer de l'enregistrement sédimentaire. Un deuxième site autour de l'île de la Réunion. Et puis, un troisième site, hop, on repart vraiment très loin, au large de Taïwan, hein, qui sont 3 chantiers, en fait, sur lesquels j'ai travaillé et je travaille toujours. Donc, voilà, la marge algérienne, enregistrement sédimentaire des grands séismes. Alors, sur la marge algérienne, quelques images pour remettre un petit peu le contexte. Le contexte, c'est cette marge algérienne, donc le nord de l'Algérie ici. Cette côte, c'est la limite en fait de plaque entre l'Afrique et l'Eurasie. Donc la limite de plaque, elle passe vraiment sur cette limite. Et ce qu'on voit ici, tous les petits ronds jaunes et de couleur, en fait, ce sont les séismes qui peuvent être enregistrés et qui s'alignent vraiment sur cette côte algérienne avec finalement un rapprochement continu, alors de quelques millimètres par an, c'est pas énorme, entre ici l'Espagne et puis l'Algérie, et puis des structures tectoniques qui sont assez bien connues, des failles actives. Alors si on met sur le nord de l'Algérie, donc vous voyez la côte algérienne, on met sur le nord de l'Algérie en fait la position de tous les séismes historiques, ce sont les ballons rouges. On se rend compte que oui, ils sont bien alignés. Et puis, on va regarder, nous, en particulier dans la zone d'Alger. Et dans la zone d'Alger, on a plusieurs petits séismes, un très grand séisme. On a un séisme en 1365 qui a provoqué vraiment la destruction importante de la ville d'Alger avec un tsunami associé. On en a un autre en 1716 et puis on a celui de 2003 qui est le séisme de Boumerdès Zemouri qui se situe ici, sur lequel j'ai déjà parlé de ce séisme tout à l'heure. Et quand on regarde le fond de la mer, alors ici, vous avez la côte avec la ville d'Alger, et la zone en rose ici, c'est la zone peu profonde avec des fortes pentes, et puis on arrive à des profondeurs de 2000-2500 mètres sur le fond. On a une morphologie qui est un petit peu découpée et qui est typiquement, en fait,
qui correspond à des zones de failles, et c'est des failles qui sont actives, des zones de plis et de failles tectoniques qui sont actives. Donc, je vous ai déjà montré cette diapositive où en fait, on voit l'impact en fait, du séisme de Boumerdès en 2003 sur les câbles de télécommunication. Grâce à cet épisode, en fait, on a pu essayer de reconstituer. Alors, vous retrouvez la côte ici et la position des câbles en rouge. On a essayé de reconstituer les trajectoires, en gros, des courants de turbidité, et on s'est rendu compte que pour rompre tous ces câbles, il faut vraiment avoir des déclenchements multiples sur 150 km. Et puis, on a probablement une extension des courants de turbidité jusqu'à 100 km au large. Et du coup, on a utilisé des carottes sédimentaires. Alors ici, on retrouve la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Alger est ici. On a utilisé des carottes sédimentaires au large et qui sont positionnées en fait sur le passage des courants de turbidité de 2013. Donc, on a des carottages sédimentaires. Là, c'est très petit, mais c'est des successions en fait de dépôts. Alors, en vert, c'est plutôt des dépôts pélagiques. En jaune, c'est plutôt des dépôts de turbidite. On en a entre 9 et 13 mètres de longueur. Quand on regarde dans le détail, parce que c'est vrai que là, sur 13 mètres, on ne voit pas, on retrouve notre sédimentation un peu pélagique, qu'on voit aussi ici. Et puis, typiquement, des sables très clairs, en fait, enfin, qui sont plutôt foncés, mais on voit très clairement sur l'image, sur la photo, en fait, des dépôts sableux. Et puis, sur ces carottes, on a jusqu'à 140 dépôts turbiditiques par carotte. Donc, voilà, pour démêler tout ça, c'est pas si simple. Mais heureusement, on peut faire des datations, comme je vous dis, des datations carbone 14, et on peut finalement voir à quel âge où sont les différentes lignes temps, je vais dire, pour pouvoir identifier les différents dépôts. Par exemple, ici, 3000 ans, ça représente un peu plus d'1 mètre de sédiment. 6000 ans, on est à 3 mètres de sédiment. Et puis 9000 ans, un petit peu plus bas. Donc, on fait énormément de datation carbone 14 pour essayer d'identifier le temps en fait dans nos turbidites, dans nos carottes. Donc ici, un détail, ce sont les dépôts, ce sont les photos des carottes, pas toujours très très clair juste en photo. On utilise aussi un peu de chimie et des paramètres physiques pour les déterminer. Et ce qu'on peut voir là, c'est seulement le sommet, mais ça nous permet de voir que, par exemple, la carotte la plus éloignée, là, ça représente que les derniers 1500 ans, ça représente que 30 cm. Pour la carotte la plus proche de la côte, par contre, 1500 ans, ça va représenter plus d'1,20 m de sédimentation. Mais même avec ces différences d'épaisseur, on va retrouver des événements, des turbidites, qui sont les couleurs T1, T2, T3, T4, et qui sont corrélables d'une carotte à l'autre. Ça veut dire qu'on les retrouve quasiment systématiquement d'une carotte à l'autre. Et quand on met en parallèle en fait les séismes historiques dans la région d'Alger, ça colle très très bien, même avec les incertitudes. La très grosse turbidite, ça va correspondre à l'événement 2365. Ensuite, on en a un petit peu plus petite. Là, on ne sait pas trop. Ensuite, on a une autre un peu plus grosse, 1716. Et puis la dernière, celle de 2003, qui a pu être échantillonnée seulement sur 2 carottes, parce que parfois, on ne préserve pas très bien le sommet du carottage pour des conditions, pour des questions de mécanique en fait, de carottage. Et donc, ce qui est important là à retenir, c'est que finalement, on identifie bien nos grands séismes, et donc on peut penser que sur cette zone-là, on a un enregistrement des événements sismiques extrêmes, les plus grands, par les turbidites, et on peut parler d'une approche de paléosismologie. On identifie des paléoséismes dans les sédiments. Donc, on a l'événement de 2003, qui est bien contraint. On a réussi à trouver des turbidites qui sont corrélées sur différentes carottes et sur des grandes distances. On a une bonne corrélation avec des séismes historiques, ce qui valide vraiment notre approche.
Et quand on regarde tout ça, par exemple, sur 9000 ans, on se rend compte qu'on a 36 événements qui peuvent être associés à des séismes, ce qui nous fait un temps de retour des séismes qui est assez variable, hein, qui est entre 50 et 900 ans, mais avec une moyenne à 250 ans. Ça veut dire que tous les 250 ans, on pourrait avoir un séisme majeur, en fait, dans la zone. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que c'est irrégulier dans le temps et on a des périodes de repos sismique, hein, qui vont être supérieures à 500 ans. On en a au moins 3 là, sur 9000 ans, où pendant plus de 500 ans, on n'a pas du tout d'événements. Donc, c'est vraiment un apport pour la connaissance à long terme, en fait, des séismes et des cycles sismiques qu'on n'a pas avec de l'enregistrement très rapide, en fait, de ces événements. Alors, je vais prendre un autre exemple qui est très différent, qui est l'exemple de la Réunion, où là, on a un enregistrement sédimentaire, plutôt des mégacyclones et d'épisodes volcaniques majeurs. Je vais vous montrer, on va se promener dans une autre région, très, très jolie aussi. Ici, c'est le contexte géologique de l'île de la Réunion. Donc, l'île de la Réunion, c'est une île qui est formée par 2 volcans. Hein. C'est du volcanisme de points chauds, c'est-à-dire que c'est un panache très très chaud qui traverse la croûte océanique et qui a produit du volcanisme très ponctuellement sous la croûte océanique. Donc, on a le piton des neiges, hein, dans la partie nord-ouest, et puis le piton de la Fournaise, donc qui est un volcan qui ne fonctionne plus à l'heure actuelle, et puis le piton de la Fournaise, hein, qui est actif depuis 450 milliers d'années quand même, donc c'est pas mal, avec une altitude maximum, hein, qui est au niveau du piton des neiges à plus de 3000 mètres de haut. Alors, bon, là, c'est une illustration, hein, on voit le piton de la Fournaise avec ses coulées, hein, ses coulées récentes, le piton des neiges en arrière, hein, qui culmine à 3000 mètres. D'un point de vue du contexte climatique de l'île de la Réunion, on l'a vu encore très récemment, hein, avec un passage de cyclone, on a énormément de précipitations, hein, jusqu'à 5 mètres de précipitations sur les reliefs, localement jusqu'à 12 mètres de précipitations par an, hein, dans la partie justement du volcan. On a des cyclones fréquents. Alors, la moyenne, c'est plutôt tous les 2-3 ans, avec des tempêtes tropicales annuelles qui provoquent des érosions à terre qui sont très importantes, et puis une montée en crue énorme, en fait, hein, des grandes rivières. Ici, c'est la rivière Saint-Étienne, hein, qui paraît, là, qui coule déjà pas mal, mais qui peut remplir complètement son lit, en fait, hein, lors de crues cycloniques. Souvent, ces épisodes de cyclone, ils provoquent aussi beaucoup d'érosion je vais dire dans le cœur de l'île, hein, avec des glissements de terrain assez fréquents, beaucoup de ruissellement, hein. Et puis, on a des roches volcaniques et des dépôts volcaniques qui sont assez bréchiques et mal consolidés, donc ça s'érode très très rapidement, et puis ça creuse aussi, hein. On a un creusement par érosion. Ce sont les grands cirques de la Réunion, hein, les cirques de Mafate, de Salazie, et puis de Mafate, de Salazie et de Sillaos. Donc ici, on a une vue, en fait, de ces creusements très importants, de cette érosion très importante avec le cirque ici de Mafate, et la rivière des Galets, qui débouche, qui est un véritable canyon profondément creusé, en fait, hein, dans les flancs de l'île. Donc beaucoup d'érosion. Et dans sa partie sous-marine, l'île de la Réunion, c'est un édifice volcanique, hein, qui fait quasiment 9000 mètres de haut, puisqu'en fait, on a un véritable cône qui s'est posé, en fait, sur les fonds océaniques qui sont à 4500 mètres de profondeur. Donc, on a des flancs sous-marins creusés aussi par des profonds canyons, et puis constitués aussi par des débris volcaniques, hein. On peut voir des blocs, hein, qu'on appelle des avalanches de débris. Donc, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est ces canyons, hein, qui vont conduire aussi des instabilités gravitaires et des courants de turbidité. Quand on regarde la partie sous-marine de l'île, c'est des cartes bathymétriques.
On se rend compte qu'on a des canyons quasiment sur tous les côtés de l'île et qui se connectent au réseau de drainage, aux grandes rivières. Par exemple, ici, on a des canyons qui se connectent directement à la rivière Saint-Étienne, qui correspond au drainage du cirque de Sillaos. Ici, de la même façon, une grande rivière, la rivière des Galets, qui est la sortie du cirque de Mafat. Donc, on a des grands canyons et qui probablement transportent du sédiment, et ce sédiment, eh ben, il s'étale en fait sur les fonds océaniques. Il s'étale sur les fonds océaniques à plus de 4500 mètres de profondeur, et c'est des accumulations aussi qui sont des accumulations turbidiques. Là, je vous montre. Ah oui, je ne vous ai pas précisé, mais là, c'était une image sonar, en fait, du fond de la mer, qui permet de montrer un petit peu la nature du fond. Et on voit très bien des accumulations qui sont plus claires, alors que les flancs volcaniques ici sont plus sombres, et les canyons aussi sont plus sombres. Donc, des carottages sédimentaires qui ont été réalisés aussi sur ces dépôts, en fait, qui sont au pied de l'île de la Réunion. Je vous montre un exemple, c'est dans la partie sud de l'île de la Réunion, où on a le creusement de la rivière des Remparts et de la rivière Langevin sur le piton de la Fournaise. On les voit très bien aussi sur cette image, très impressionnante, c'est des canyons où on a quasiment 1000 mètres d'incision sur la partie la plus incisée. Et on a un début de mise en place de ces canyons qui est estimé à environ 60 000 ans. Et donc, au large, donc on se situe ici, dans la partie sud de l'île, au large, on a des systèmes d'accumulation au bout de canyons sous-marins qui sont liés à des courants de turbidité. Et ces courants de turbidité, ils sont probablement générés en fait par des grandes phases de cyclones et d'apport massif de sédiments vers la mer. Donc, comme résultat, on a des résultats de carottes. Alors ici, en vert, de la sédimentation plus pélagique, en jaune, des turbidites. Je passe assez rapidement. On a des datations. On a pu finalement avoir quand même pas mal d'informations sur la stratigraphie, les datations de ces sédiments. Et ce qu'on se rend compte, c'est que dans la partie haute de notre carottage, on a une trentaine de turbidites, trentaine d'événements jusqu'à à peu près 60 000 ans. Ensuite, on n'a rien. On n'a que des sédiments pélagiques avec 2 petits niveaux de cendres qui sont liés à des épisodes explosifs de volcaniques. Et puis, dans la partie plus profonde, on a des grosses turbidites très, très sableuses et qui sont datées à environ 170 000 ans. Donc, on a voulu essayer de mettre en relation l'histoire que ça pouvait raconter avec l'histoire de la Réunion. Ça fonctionne assez bien puisque, en fait, toute la partie ici, on a des turbidites, ça correspond très probablement à l'incision et au fonctionnement des rivières avec des très, très grosses crues, des mégacyclones, puisqu'on a une fréquence moyenne à 2000 ans, ça veut dire on a un événement tous les 2000 ans, donc ça doit être vraiment des événements très, très forts les cyclones courants doivent apporter du sédiment très proche de la côte, et en fait, il faut des événements vraiment extrêmes pour qu'on ait le transfert vraiment vers le large et jusqu'au pied de l'édifice volcanique. La date de 60 000 ans, c'est très cohérent avec le début de l'incision de la rivière des Remparts, qui a été réalisée sur les roches volcaniques à terre. Ensuite, probablement, on n'a pas de réseau hydrographique dans cette zone-là. On n'a que de la sédimentation pélagique, ce qui pourrait être mis en relation avec des coulées volcaniques du piton de la Fournaise, mais des coulées de lave, et probablement pas d'incision de rivière. Et puis, cette date de 170 000 ans, qui est caractérisée donc par des gros événements très importants, ça va dans le sens d'une très, très grosse déstabilisation du flanc sous-marin. Et ce qui est étonnant, c'est que finalement, c'est cohérent avec une migration du centre éruptif de la Fournaise qui est estimée autour de 150 à 250 000 ans. Donc,
nous, suivant nos indications, ça permettrait vraiment de dater cet événement où on a très probablement un épisode catastrophique, cataclysmique au niveau de la fournaise, avec des effondrements sous-marins qui sont très très importants et majeurs en fait sur cette période-là. Donc le message là c'est qu'on a un enregistrement sédimentaire d'événements extrêmes qui conduit à la géomorphologie, je veux dire, actuelle de la Réunion, hein, des grands événements volcaniques, pas les éruptions courantes, mais des épisodes qui seraient cataclysmiques et qui engendrent des changements majeurs du volcan. Et puis des événements extrêmes érosifs à mettre en relation peut-être avec les mégacyclones qui sera à l'origine de très nombreux glissements de terrain. Donc ici, en fait, l'apport de cette étude, c'est d'avoir des archives nouvelles, continues, datables, long terme, qui sont assez uniques en fait et qui avaient jusqu'à maintenant été peu étudiées sur des événements climatiques et volcaniques extrêmes. Alors, j'ai un troisième exemple, mais je vois qu'il est 19h, alors je ne sais pas si je le traite intégralement. Et allez, oui, on y va. C'est intéressant d'aller sur Taïwan, voir ce qui se passe. Bon, alors, Taïwan, rapidement. Rapidement, peut-être. Oui, je vais essayer de faire ça assez rapidement. Donc, sur Taïwan, alors là, c'est un enregistrement sédimentaire compliqué, puisqu'en fait, on a à la fois des grands séismes et des méga-typhons, donc ce qui complique, là, on met tout en même temps. Hein. Autant sur la Réunion, on a peu de sismicité, et puis sur l'Algérie, on avait finalement peu d'épisodes, donc c'était plus facile à interpréter. Là, c'est Taïwan, c'est vraiment la plus forte concentration de risques naturels, hein, je vais dire, au monde, avec des glissements de terrain, des montagnes très très hautes, 3900, on va presque jusqu'à 4000 mètres, des transferts sédimentaires dans les rivières avec des blocs énormes, des typhons, des typhons, hein, on en voit 2 ici, et puis des tremblements de terre. Donc vraiment, on a tous les ingrédients. On est sur une frontière de plaques tectoniques, donc entre la plaque ici philippine et la plaque Eurasie. Donc, si on regarde ces cartes qui sont des cartes de la sismicité mondiale, on est sur une zone de forte concentration de séisme, sur une zone de subduction. On est donc ici, Taïwan. Donc, on a le Japon avec la zone de subduction des Ryukyu qui est ici, qui se termine à Taïwan, et puis la zone de subduction ici je veux dire des Philippines, enfin de Manille en fait, qui se termine à Taïwan aussi. Donc on a 2 zones de subduction qui sont pas tout à fait dans la même direction, ici la plaque plongeante et ici la plaque plongeante, qui se terminent à Taïwan, et tout ça est en collision avec la plateforme chinoise, puisqu'on a la plateforme chinoise. Donc un contexte tectonique très compliqué et qui induit une sismicité assez importante. Ici, vous avez l'île de Taïwan, et tous les points verts, ce sont les grands séismes du XXe siècle, avec des magnitudes supérieures à 6,8. C'est déjà des magnitudes qui sont équivalentes là, au séisme de Boumerdès en Algérie. Et là, on en compte déjà quasiment une vingtaine en fait, dans la zone. Alors, Taïwan, on est en surréaction très, très importante du fait de cette collision, en fait, avec des reliefs très importants qui sont en surréaction permanente. La plaque philippine, ici, se rapproche à 80 mm par an vers la plateforme chinoise. Donc, c'est des vitesses de rapprochement qui sont également très importantes. Et en plus, on est sur la zone de passage des cyclones tropicaux. Alors, ça, c'est la carte mondiale des parcours des cyclones. Donc, on voit aussi les différents noms qui sont donnés. Donc, les ouragans qu'on retrouve plutôt ici sur la partie nord-américaine. Les cyclones dans la partie sud, la Réunion ici se trouvait dans cette zone, et puis Taïwan qui se retrouve sous la zone de plus forte concentration des cyclones en fait à la surface de la planète. Donc
avec un nombre de cyclones très important. Hein. On est depuis 1911 jusqu'à 2010, on a compté 174 événements, donc ça fait une moyenne presque de 2 par an, hein, de cyclones qui sont très importants et qui balayent l'île de l'est vers l'est. Voilà, avec des images, hein, que je vous ai déjà montrées tout à l'heure, mais où on a énormément de transferts sédimentaires vers la mer, avec des rivières qui en temps normal ont l'air de très peu couler, mais en fait qui sont capables de transporter des blocs énormes. Vous voyez, il y a une personne qui est là, hein, et ça c'est un bloc transporté dans la rivière. Et puis, voilà, des rivières que, quand elles sont en crue suite à un cyclone, qui sont complètement remplies en fait de sédiments très très grossiers. Donc, des apports très intenses en fait vers le domaine marin. Et donc, voilà, toutes ces conditions réunies, hein, en font un laboratoire un peu naturel pour étudier les événements extrêmes, mais finalement, c'est un chantier qui est assez difficile. Alors, on a fait des carottages, excusez-moi, au large de Taïwan, et on va voir qu'est-ce qu'on peut enregistrer. Et puis, la difficulté, c'est comment est-ce qu'on peut séparer des événements sismiques, d'événements climatiques dans ces conditions-là, puisqu'on a tout en même temps. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, ici, vous avez une carte avec l'île de Taïwan, avec différents points de carottage. Donc, on a choisi précautionneusement des sites, hein, pour cibler soit les événements sismiques, soit les événements issus de l'érosion à terre. Par exemple, le site 25 ici que je vais vous montrer, où on reçoit directement les produits en fait des rivières taïwanaises qui vont s'accumuler ici dans ce bassin, pas trop profond. Ici, c'est la zone de subduction. Mais comme on est sur une zone de subduction, on a aussi des séismes assez forts. Ici, l'exemple du site 30, ici, où en fait, on est déconnecté des apports de Taïwan, et on va pouvoir regarder vraiment les instabilités qui sont liées au grand séisme. Donc finalement, chaque site a été ciblé pour essayer de cibler justement sur soit des séismes, soit des typhons. Là, je vais avoir du mal à finir, j'ai presque plus de voix. Un résultat, hein, j'ai plus que 2-3 diapos, donc un résultat, c'est par exemple sur le carottage fait sur le site 25, donc on a une carotte avec des événements de turbidites, hein, accumulés. On a des turbidites partout, de toute façon, sur toutes nos carottes. Et en fait, là, on se rend compte qu'on a énormément d'événements qui sont très, très serrés, beaucoup de mal à avoir de la sédimentation pélagique entre deux. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a daté des débris végétaux qui sont dans le sable, des turbidites. Et en fait, on a réussi à évaluer qu'on avait à peu près 2000 ans d'enregistrement en presque 20 mètres, enfin en 18 mètres de carottes. Et le bilan, excusez-moi, je crois qu'il faut que je vais boire un petit peu. Oui, prenez le temps d'aller boire une seconde. Voilà, j'ai trop parlé. Et donc, on a 87 événements, 87 turbidites sur 2000 ans d'enregistrement. Ce qui fait finalement un temps de retour moyen à 23 ans. Tous les 23 ans, on a une turbidite. Donc, c'est extrêmement fort. Donc, là, on peut se poser la question, est-ce que c'est les mégatyphons ou est-ce que c'est les séismes? Parce que c'est cohérent avec les fréquences aussi des séismes. Donc, c'est assez compliqué. Pour l'instant, on ne sait pas très bien faire la part des choses. On voit ces événements. On a essayé de regarder la chimie, la composition. Typiquement, ils arrivent de la côte, mais pour l'instant, c'est difficile à dire si c'est des typhons ou des séismes. Je pencherais bien plutôt pour des séismes, mais bon, ça c'est c'est mon impression générale. Et enfin, dernière carotte, je vais vous la montrer quand même pour vous montrer qu'il y a des enregistrements très très différents, hein, qui se situent plus loin de Taïwan, vraiment sur la zone de subduction, complètement déconnectés des apports de Taïwan.
Là, on a pu faire aussi des datations. Et alors, on va trouver 37 turbidites, des dépôts aussi d'instabilité type coulée de débris, glissement. En gros, 40 événements, mais 40 événements sur 200 000 ans. Donc là, c'est une autre histoire. On a un événement en moyenne tous les 5000 ans. Et sur cette zone, on a assez peu de séismes connus. On est sur une grande zone de subduction, mais finalement, à l'échelle de l'homme, il n'y a pas eu de grand séisme. Mais par contre, alors s'il y en a eu un en 1771 et qui a été associé à un grand tsunami. Et là, disons qu'on trouve un événement tous les 5000 ans. Alors, est-ce que notre carotte, elle est bien localisée? Bon, on peut se poser des questions, mais est-ce que ça traduirait des méga séismes de subduction avec tsunami? Donc voilà, on se pose les questions en ce moment pour savoir quels sont exactement ces événements. Est-ce qu'on a tous les événements? Pourquoi on ne les aurait pas tous, etc. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un aperçu. C'est un chantier qui est en cours d'étude avec des résultats préliminaires qui sont assez prometteurs. Taïwan, c'est clairement, je vais dire, un laboratoire naturel pour étudier les événements extrêmes, mais c'est complexe. Il y a beaucoup d'interactions entre les phénomènes tectoniques et climatiques. Et bon, les premiers résultats semblent indiquer quand même que les séismes produisent les plus grands courants de turbidité et que le signal sismique pourrait être dominé dans les bassins profonds. Et surtout, ça nous enseigne que le choix des sites, là, il est déterminant et que ce n'est pas si facile. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, voilà, je vous ai donné 3 exemples. J'espère vous avoir montré un petit peu l'impact de ces grands événements, en fait, sur les pentes sous-marines et puis le potentiel, finalement, de cet enregistrement sédimentaire de ces événements, je vais dire, au fond des océans, hein, donc voilà, qui est intéressant. J'espère que j'ai réussi à faire passer mon message. Et puis, voilà, j'en profite pour remercier tous mes collègues aussi qui ont contribué et qui contribuent encore à ces travaux, au moins sur ces 3 chantiers géographiques. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Nathalie, pour cette superbe présentation et pour ces explications sur l'effet de ces événements extrêmes. Je vois déjà qu'il y a une question. Je ne sais pas si vous avez affiché discussion Ah oui, si, voilà, je peux le voir maintenant. Peut-on répéter la question? A-t-on une idée de l'intensité en termes quantité de précipitations des mégacyclones que vous évoquez pour la Réunion? Alors, c'est difficile. Non, c'est difficile parce que, en fait, ces événements qui pourraient arriver tous les 2000 ans, on ne sait pas encore si ils sont probablement plus gros que ceux qu'on connaît, mais on ne sait pas s'ils sont beaucoup plus gros que ceux qu'on connaît, dans le sens où les cyclones qui passent sur la Réunion, ça permet du transport sédimentaire à proximité de la côte ou sur la pente. Et très probablement, on a un effet de seuil, on a un cyclone plus important et qui va embarquer tout le sédiment disponible et l'envoyer très profondément. Mais de là à quantifier la taille, on n'en est pas encore là, hélas. Ce serait bien. Je vais peut-être en poser une. Donc, en fait, ces événements vous ont permis, enfin, ces enregistrements, pardon, vous ont permis de corréler des événements connus, hein, comme de séismes ou de typhons ou de grandes éruptions volcaniques. On a vu qu'en Algérie, il y avait un aspect prédictif. En fait, vous pouvez remonter plus loin et prédire en fait ce qui était arrivé plus loin dans le temps. Est-ce que vous avez des exemples comme répétés comme celui-là, de pouvoir remonter dans le temps et de dire ah bah oui, finalement, grâce à nos carottes, on voit que là, il y a eu des événements que l'on ne connaissait pas, qu'on peut supposer être des... Alors oui, sur quasiment tous les chantiers, parce que finalement, ce qu'on connaît, c'est ce qui reste dans les archives historiques. Et c'est vrai que
enfin, sur tous ces types d'études, alors il y a eu d'autres études au large de la Californie, au large des cascades, au nord, enfin, Amérique du Nord, quoi, qui permettent en fait de remonter euh, sur 10 000 ans assez facilement. Alors, je dis sur 10 000 ans parce qu'on a toujours du mal à passer le cap des 10 000 ans et d'aller à 20 000 ans parce que 20 000 ans, on passe dans un environnement qui est différent. On est dans enfin, on est à l'ère glaciaire, on va dire, où en fait le niveau de la mer était plus bas. Donc en fait, on peut peut-être plus facilement générer des turbidites quand la mer est plus basse et que les rivières sont directement connectées au canyon. Donc c'est vrai que pour l'instant, on, on se limite un petit peu plutôt à 10 000 ans, ce qui permet déjà d'allonger assez considérablement quand même la connaissance des grands événements qui étaient limités souvent. Alors, à 2000 ans pour, je vais dire, le domaine méditerranéen, jusqu'à l'Antiquité, on a quand même des idées. Bon, pour l'Amérique du Nord, au-delà de 300-400 ans, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Et à Taïwan, c'est vrai que bon, avant 200 ans, on a très peu d'idées parce que bon, il n'y avait pas tellement d'habitants et d'archives historiques non plus, quoi. Donc, vraiment, dans tous les cas, on allonge, la... on allonge notre connaissance dans le temps et ça permet alors vraiment d'avoir finalement des cycles sismiques euh, qu'on ne connaissait pas parce que c'est vrai qu'on mesure les séismes depuis un siècle, en gros, on les mesure avec des instruments. Euh, on a une idée des séismes sur les zones habitées, je vous dis depuis 2000 ans ou moins en fonction des zones. Et là, on peut vraiment raisonner même sur 10 000 ans, mais avec des séismes qui auraient des temps de retour de 1000 ans, eh ben, on a une information qui est unique, quoi. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, je crois que Merci. Je trouve que pour ces conférences, c'est clair. C'est enfin nous autres qui n'avons pas beaucoup de culture scientifique, nous comprenons. Donc merci. Ah ben merci. c'est à vous. Ça veut dire que j'ai atteint mon objectif. Oui, c'est tout à fait ça. Pas d'autres questions? J'en ai peut-être encore une petite. Euh, à l'inverse des événements, enfin, disons l'enregistrement d'événements plus récents, est-ce qu'on voit s'accélérer, par exemple, dans certains endroits, les zones de typhon ou les zones de cyclone et les conséquences qu'elles ont donc sur ces franges littorales depuis les années où l'on dit qu'il y a un changement climatique, où il y a un changement climatique? Est-ce qu'on voit quelque chose? Ou c'est encore trop... Alors, oui, alors, bon, moi, je ne travaille pas vraiment à ces échelles-là, mais j'ai des collègues qui travaillent à l'échelle je vais dire, du dernier millier d'années, voire même des 200 dernières années. Et ce qui est clair, c'est que partout dans le monde, il y a une augmentation de l'érosion. Alors, qui est peut-être liée, oui, qui est probablement en partie liée au changement climatique, mais aussi à l'anthropisation générale, c'est-à-dire aux villes et puis au fait que les bassins versants, il y ait moins de végétation, etc. Et donc, il y a beaucoup plus de sédiments, clairement, qui va au niveau de la mer. Et les observations un peu générales, c'est qu'il y a une augmentation de l'érosion, du transport sédimentaire et des dépôts en mer. À l'échelle où je regarde là, pour moi c'est difficile à voir parce que je regarde vraiment des grands extrêmes et avec des vitesses de sédimentation qui sont très faibles, mais des gens qui travaillent vraiment sur de la haute résolution à proximité plus près de la côte peut-être, ils voient clairement ce phénomène-là. Ouais. Alors maintenant, toujours difficile à expliquer. Est-ce que c'est une augmentation de la fréquence des événements extrêmes? C'est souvent discuté. Mais il y a aussi une part de l'augmentation de l'érosion, en fait, qui est liée à l'anthropisation en général, quoi. Voilà ce que je peux dire. Bon, bien s'il n'y a pas d'autres questions,
Non, bien peut-être certains peuvent-ils rallumer enfin, ouvrir leur caméra. On peut prendre une petite photo et remercier tous Nathalie Babonneau de nous avoir fait part de toutes ces connaisses apportées par l'enregistrement de ces événements extrêmes. Merci à vous donc d'être le public, d'avoir assisté à cette conférence en visio. La prochaine aura lieu le 23 mars. Elle sera donnée par Catherine Jessus. Elle aura pour thème Édouard Chaton et ses recherches et sa biographie. Et j'espère que nous pourrons la voir en présentiel. Voilà. Je vous tiendrai au courant, les choses ont l'air peut-être de s'améliorer un petit peu. Et donc, voilà, on croise les doigts et on espère. Donc, merci à tous.